L'invité de 15 cette semaine, c'est Chloé Thibault, autrice du livre Désirer la violence. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous proposez un essai sur la façon dont la pop culture nous incite à désirer la violence dans les films, dans les séries. On valorise les bad boys, les relations toxiques, le non-consentement. Est-ce que vous avez quelques exemples ? Oh là là, j'en ai des centaines d'exemples malheureusement, parce que si on regarde chacun de nos films et séries préférés, on trouvera toujours un mauvais exemple d'homme. Peut-être que le plus frappant, parce que je lui ai dédié un chapitre, c'est Chuck Bass dans Gossip Girl. Je l'ai pris en exemple en parlant du syndrome Chuck Bass, parce que pour moi, c'est vraiment l'archétype de la masculinité toxique. Donc beaucoup de femmes de ma génération ont été folles. Folle amoureuse de lui, alors qu'il était très dérangeant. Oui, plus que très dérangeant, parce qu'il est... en fait, on dit beaucoup de toxique, mais c'est plus que toxique, parce qu'il est violent, c'est un agresseur sexuel, et ce, dès le tout premier épisode de la première saison, où il commet 2 tentatives de viol. Donc le ton est donné. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'écrire ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que je suis partie de mon expérience personnelle de femme trentenaire qui suis célibataire et qui se demande bien pourquoi, pendant l'essentiel de ma carrière amoureuse, j'ai multiplié les mauvais choix, c'est-à-dire en préférant systématiquement donner leur chance à des hommes qui se comportaient mal avec moi plutôt qu'à des hommes gentils. Et je pense que c'est assez important de porter cette parole-là, d'oser le dire, parce que ça fait partie du problème auquel on fait face, et je pense qu'on a une part de responsabilité. Mais en même temps, c'est ça que j'ai cherché à enquêter, c'est est-ce que je suis vraiment responsable ou est-ce que je suis victime d'une éducation qu'on m'a donnée ? Et en effet, je pense que j'en suis victime et que cette éducation dépend beaucoup de la culture et a fortiori de la pop culture avec laquelle j'ai grandi. Vous parlez du fameux baiser volé qui est en fait un baiser sans consentement et vous donnez 2 exemples, Blanche-Neige et l'auberge espagnole. Oui, alors baiser volé, entre guillemets, parce que baiser forcé, voire agression sexuelle. Je pense que ces 2 exemples sont bons parce qu'ils parlent à tout le monde, en tout cas à Blanche-Neige. Blanche-Neige, pourquoi ? Parce que c'est le premier Disney culte qu'on voit quand on est enfant. Et parce que, évidemment, à la fin, il y a cette scène où la princesse est endormie, mais on dit endormie, mais plutôt plongée dans un coma profond. Et le prince la libère, entre guillemets, en l'embrassant, alors qu'évidemment, elle n'est pas du tout apte à donner son consentement. Et en fait, je reviens, moi, sur une scène dont on parle moins, mais qui est une espèce de débriefing avec les 7 nains, où elle dit qu'elle a rencontré donc le prince charmant. Et l'un des nains lui dit « Est-ce qu'il vous a volé un baiser ?» Et c'est présenté de façon très romantique. Et en fait, moi, ce que j'explique, c'est qu'on aurait tout à fait pu dire autre chose. On aurait pu dire, est-ce qu'il vous a donné un baiser ? Est-ce que vous avez échangé un baiser ? Et en fait, on se rend compte que, selon moi, cette culture du viol, elle est présente dès l'enfance, dans ce qu'on voit dans les dessins animés. Et c'est d'autant plus grave que ce baiser volé de Blanche-Neige n'est même pas présent dans le conte originel. Et pour l'auberge espagnole, là, la scène est encore plus flippante, j'ai envie de dire. Moi, j'ai découvert cette année cette scène où Romain Duris embrasse une autre actrice et elle dit non 7 fois. Et en plus, cette autre actrice est Judith Godrèche, donc c'est d'autant plus hérissant qu'actuellement, on connaît tout ce qui entoure Judith Godrèche et le parcours qu'elle a eu. Oui, en effet, c'est une scène de conquête amoureuse où Romain Duris, Xavier, son personnage, applique les conseils d'une de ses amies qui est lesbienne et qui lui apprend justement à séduire les femmes. Une femme qui est mariée en plus. Oui, tout à fait. Anne-Sophie, donc le personnage de Judith Godrèche, est déjà en couple. Alors oui, sans doute qu'elle est un petit peu attirée par Xavier, mais en tout cas, elle est indisponible et elle lui dit non, elle lui résiste, mais lui, on lui a conseillé de forcer. Et le problème, c'est qu'il force et que ça marche, puisque déjà, ils s'embrassent au Parc Güell à Barcelone, et puis la scène immédiatement après, on les retrouve dans une chambre, dans un appartement, et on comprend qu'ils viennent de faire l'amour et qu'en fait, ils sont bien heureux de la situation. Et ça, c'est très embêtant parce que lorsqu'il débriefe ensuite ce baiser avec son amie Isabelle, il lui explique que ça s'est passé comme dans les films. Donc, c'est une espèce de mise en abîme. Et il explique qu'au début, elle disait non, mais qu'après, elle a dit oui, oh oui. Et en fait, ça, c'est très grave parce que ça date de 2002. Personnellement, j'avais 12 ans à ce moment-là. J'ai vraiment grandi avec la trilogie de Cédric Klapisch. Et moi, ça a semé cette graine dans mon cerveau de quand on dit non, ça veut dire oui. Et presque, on doit faire croire qu'on dit non alors qu'on a envie de dire oui parce que ça fait partie du jeu, du romantisme et de la conquête amoureuse. Vous démontrez aussi que dans les films cultes qu'on nous fait adorer, il y a carrément des agressions sexuelles. C'est le cas avec Grise et la Boum, par exemple. Oui. En fait, j'ai eu à cœur déjà de prendre aussi des exemples français, parce que très souvent, on regarde le cinéma américain, mais malheureusement, le cinéma français et même le cinéma d'auteurs français est truffé d'agressions sexuelles et de viols. Dans Grease, en fait, ça
peut passer inaperçu, mais je cite la scène où ils sont au drive-in, donc en train de regarder un film, et puis donc John Travolta, le héros incarné par lui, fait ce coup en fait classique d'étendre ses bras pour mettre le bras autour de l'épaule de la femme à côté de lui, et il en profite pour lui saisir le sein. Et elle, en fait, elle résiste, mais il prend ça pour un oui, pour de l'enthousiasme. Donc ensuite, il se retrouve par-dessus elle, et puis il l'embrasse, mais finalement, elle dit non. Et en fait, ça va de pire en pire. Et le gros souci de cette scène, c'est que donc Sandy quitte la voiture. Et c'est immédiatement suivi par une chanson de John Travolta, dans laquelle, alors, pour moi, c'est vraiment l'hymne du ouin-ouin complet, parce qu'en gros, dedans, c'est Sandy, pourquoi tu m'as fait ça ? Et surtout, il y a une phrase que je traduis qui est « Qu'est-ce qu'ils vont dire lundi à l'école ?» Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est pas du tout qu'est-ce qu'ils vont dire lundi à l'école parce que j'ai agressé une femme. Non, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire du fait que je n'ai pas réussi à choper cette femme. Et donc, c'est une inversion totale en fait de la culpabilité. Et puis dans Grease, il y a aussi cette chanson que tout le monde connaît qui est Summer Nights avec le fameux refrain Tell me more, tell me more. Et en fait, l'une des phrases qui passe complètement inaperçue, d'autant plus quand on est jeune et qu'on parle pas forcément anglais, c'est quand le clan des garçons demande donc au personnage de John Travolta Did she put up a fight? Et donc ça veut dire est-ce qu'elle s'est débattue? Et en fait, c'est une chanson où ils sont en train de débriefer sur leur rencontre amoureuse pendant l'été. Et les filles disent est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il t'a pris la main, est-ce qu'il a une voiture, des choses comme ça. Et les garçons, est-ce qu'elle s'est débattue? Cette question est complètement improbable. Donc c'est dire à quel point la culture du viol est banalisée dans le film, puisqu'on pose la question en fait. Elle s'est laissée faire ou est-ce que tu as dû forcer un petit peu pour la voir? C'est catastrophique. C'est assez sidérant. Et dans La Boum, pareil, quand j'ai revu le film récemment, j'ai halluciné sur cette scène du popcorn au cinéma dont vous parlez dans le livre. Oui, La Boum, c'est vraiment le film pour ados par excellence. Et je pense que même pour les nouveaux, les gens qui sont nés dans les années 2000, ça passe tellement à la télévision qu'ils l'ont vu. Et donc, il y a cette scène au cinéma où on retrouve la bande d'amis, les uns à côté des autres, filles et garçons. Et l'un des garçons de la bande a la mauvaise idée de faire un trou dans son paquet de popcorn pour piéger la fille qui est à côté de lui, pour faire en sorte qu'une fois qu'elle viendra piocher donc le popcorn, elle tombe sur son sexe. Ça fonctionne. On a un plan sur le visage de cette fille qui comprend ce qui lui arrive et qui crie « salaud !» et qui quitte la salle de cinéma. Et tout le groupe rit. Ça s'arrête là. En fait, personne, évidemment, dit « quoi ? Mais ça se fait pas du tout !» Au contraire, ils trouvent que c'est trop malin ce que le garçon vient de faire. Cette scène, pour moi, elle est extrêmement grave. C'est l'une des plus graves, en fait, dans le cinéma français. Parce que c'est terriblement une scène d'agression sexuelle qu'à chaque fois, moi, je demande aux gens de se poser la question. Est-ce que si l'une de vos amies vous raconte « tiens, samedi, j'ai eu un date avec un mec, on a pris du popcorn et en fait, trop drôle, il a mis son sexe dans le paquet de popcorn pour me piéger », c'est impossible d'accepter ça dans la vie réelle. Et pourtant, dans le film, ça fait rire tout le monde. Dans votre livre, vous vous interrogez aussi sur la notion de comédie romantique en montrant que les hommes qu'on nous fait aimer sont problématiques, comme le fameux Edward Cullen dans Twilight, joué par Robert Pattinson. Alors Twilight, c'est pas tout à fait une comédie romantique, c'est un film fantastique. Mais en tout cas, je pense que ça fait fantasmer des générations entières de filles. En fait, ce sont plus des comportements qui sont romantisés et des comportements qu'on fait passer pour de la persévérance, de l'obsession amoureuse, mais qui, tous, en fait, correspondent vraiment au harcèlement. L'exemple d'Edward dans Twilight est intéressant parce que ça en est même devenu des mèmes sur Internet. Il y a cette scène où, en fait, il vient observer Bella la nuit pendant qu'elle dort. Alors, je dis observer, mais c'est plutôt la surveiller, s'assurer qu'elle va bien. Encore une fois, imaginez une seconde que le mec que vous kiffez pénètre chez vous, évidemment sans votre consentement, en rentrant par la fenêtre et vous regarde en train de dormir. C'est complètement flippant. Et on voit bien là comment c'est romantisé. Alors que dans la vie réelle, et si a fortiori, c'est même pas quelqu'un que vous trouvez beau et attirant, en fait, vous appelleriez immédiatement la police. Même chose avec la comédie Marie à tout prix avec Cameron Diaz. Vous nous montrez à quel point les 3 hommes qui la convoitent sont problématiques. En fait, le titre lui-même est problématique. Marie à tout prix, ça en dit long sur justement cette obsession. Il faut absolument obtenir le personnage incarné par Cameron Diaz. Je dis ça parce que c'est propre à la version française, parce que le titre américain, c'est There's Something About Mary. Donc, il y a quelque chose avec Marie. Donc, c'est assez différent. Et encore une fois, souvent, quand on regarde les traductions françaises, on se rend compte que la culture du viol à la française s'insère dans les œuvres d'origine. Dans Marie à tout prix, ce qui est problématique, c'est qu'il y a différents héros qui convoitent Marie, mais qu'il y en a
dont on a l'impression que le harcèlement est acceptable et d'autres où il est inacceptable. Et donc, par exemple, le personnage principal incarné par Ben Stiller, qui en fait était un peu le loser du lycée, embauche un détective privé pour retrouver Marie. Ce détective privé va tomber amoureux d'elle et la pipoter, la manipuler. Sauf que dans le film, en fait, on nous explique que ce que fait le détective, c'est pas cool du tout, parce qu'il lui ment et qu'il la manipule. Mais ce que fait Ben Stiller, ça quand même c'est romantique et à la fin ça finit par payer puisqu'ils finissent ensemble. Mais réfléchissons une seconde. Embaucher un détective privé pour retrouver une femme qu'on n'a pas vue depuis le lycée et sur lequel on a fait une fixette depuis 15 ans, c'est complètement creepy. Et on voit bien comment on romantise un comportement en pointant un autre du doigt. Mais moi, ce que j'explique, c'est que très souvent, un harceleur en cache un autre dans ces films-là. Vous montrez aussi comment les femmes sont caricaturées. Vous dites elles ne se battent pas, elles se crêpent le chignon. Mais oui, parce que dans le livre, je m'interroge aussi sur, en fait, est-ce que la violence a un genre ? Est-ce que les femmes aussi peuvent faire preuve de violence et de quelle façon ? Et donc, on se rend très vite compte quand on étudie ça que la violence au féminin est ridiculisée. En fait, elle est soit ridiculisée, soit érotisée. Donc, il y a tout un tas de films. J'évoque par exemple Lolita malgré moi, une scène à la cantine où en plus il y a une métaphore de la jungle, où le personnage de Lindsay Lohan saute sur l'autre personnage comme si elle était une lionne. Et donc là c'est n'importe quoi, c'est un combat carrément avec des griffes, c'est très très caricatural. Et j'en cite un autre qui se trouve dans Friends, un épisode où il y a une des sœurs de Rachel. Et en fait elle se fâche et je ne sais plus quel est le personnage masculin qui le dit, mais en tout cas ils disent quelque chose comme « Oh là là, il manque plus que la boue. Oh oui, allez-y les filles, tapez-vous dessus. » Et en fait, elles sont tournées en ridicule et on en fait des objets sexuels. Donc, lorsque les femmes décident, entre guillemets, d'être violentes, ça n'a jamais en fait un caractère aussi puissant que lorsque ce sont des héros masculins. Vous avez aussi tout un passage sur la fameuse gifle pour calmer les femmes. Ça, c'est une scène qu'on voit partout dans le cinéma, français comme étranger. Le Père Noël est une ordure, le Loup de Wall Street. Et vous analysez cette fameuse gifle qui dit beaucoup sur la société. Mais oui, et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'on vient de se dire sur la violence des femmes. Lorsque les gifles sont données par des femmes à des hommes, de la même façon, elles sont souvent soit un peu ridicules parce qu'elles sont pas très puissantes et c'est « salaud, tu m'as trompé !» quelque chose comme ça, ou suivi d'une embrassade ou d'un rapport sexuel, c'est-à-dire que c'est une espèce de gifle érotique et ça rejoint un cliché du enemies to lovers, donc je te déteste mais une seconde plus tard on va coucher ensemble parce que purée, qu'est-ce que c'est excitant tout ça. Donc il y a ces gifles-là et puis il y a évidemment, malheureusement plutôt, les gifles d'hommes donnés à des femmes, mais qu'on trouve dans multitude de films et qui, moi, en tout cas, jusqu'à une date très récente, ne me choquaient pas plus que ça. L'une de celles qui me sont venues le plus rapidement à l'esprit, c'est dans Titanic, lorsque Rose retrouve son fiancé, qui a une vraie tête à claque, sans mauvais jeu de mots, et bien en fait, il la traite de petite salope et il lui donne une énorme gifle parce qu'elle l'a trompé avec le beau Jack Dawson. et en fait, moi, face à cette gifle, pendant très longtemps, je me suis dit qu'elle était assez légitime parce qu'elle l'a trompé, elle est fiancée avec lui et puis après tout, ça va être son mari, quoi. C'est normal qu'il soit en colère. Ça montre à quel point la violence d'une gifle peut être complètement minimisée dans la fiction. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on se rend bien compte qu'une gifle, c'est très grave. Et d'ailleurs, récemment, je fais dans le livre plusieurs fois le parallèle avec des actualités médiatiques, avec Adrien Quatennens. On voit très bien qu'il faut prendre très au sérieux la gifle, parce que la gifle, très souvent, dans les violences conjugales, ce n'est pas le début de quelque chose, c'est déjà un stade très avancé de la violence. Autre figure que vous décryptez, les dragueurs, forceurs, agresseurs, notamment Joey dans Friends ou Will Smith dans Hitch, par exemple, qu'on a longtemps vu comme des mecs sympathiques. Oui, alors c'est pas tout à fait une gradation, un dragueur, forceur, agresseur, c'est que j'explore ce qui se cache derrière ces termes et comment en fait tous sont des agresseurs. Mais parfois on disait oh c'est un dragueur lourd, c'est un peu un forceur, mais forceur c'était la façon gentille et aveugle de dire agresseur ou violeur. Ça c'est un point de vocabulaire que je trouve important.
Et donc pour Hitch, oui, en fait, ce qui est très important avec ce film, qui finalement est assez culte pour beaucoup de personnes qui ont grandi à cette époque-là en tant qu'ados, c'est que c'est une référence pour les coachs en séduction masculinistes. J'ai trouvé plusieurs sites, dont l'un que je cite dans mon livre, qui prennent vraiment le héros incarné par Will Smith en référence et en exemple, et qui même utilisent des quotes du film. Et il y a, au début du film, Hitch est donc expert en séduction, et il fait la rencontre d'un nouveau client qui veut séduire une femme. Et il y a une espèce de prologue, un long discours de sa part, où il lui explique quelque chose comme « Bon, il faut que tu saches, quand les femmes te disent en ce moment, j'ai pas envie d'une histoire amoureuse, je me concentre sur ma carrière, non, mais je suis bien en étant célibataire, c'est faux, elles te mentent, elles rêvent toutes de ça. » Et en fait, c'est un monologue qu'on retrouve vraiment sur des sites masculins. Et ça, c'est effrayant de se dire que parce que je l'entends beaucoup depuis que mon livre est sorti, c'est que du cinéma, c'est que de la fiction, il faut faire la part des choses. Mais non, on voit très bien à quel point la frontière est très très fine, puisque des gens de la vie réelle, des misogynes réels, s'emparent de ces exemples-là pour dire, mais regardez, ça fonctionne comme ça. En revanche, un film comme Mon roi de Mai Wen, vous dites ça m'a ouvert les yeux dans le bon sens. À l'époque, parce que j'y consacre tout un chapitre. Moi, quand je l'ai vu en 2015, j'avais 25 ans. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, ce film, parce que c'était l'un des premiers à aborder, je le croyais, la question de la perversion narcissique. Et à me dire, attention, il faut se méfier à ces hommes-là, très charismatiques, qui ont de grands discours, qui tombent amoureux de toi très très vite et te font vivre une passion. En fait, tu peux vraiment... Bon, là, elle se casse le genou, mais tu peux vraiment y laisser des plumes. J'ai adoré ce film, je l'ai regardé presque une fois par an pendant plusieurs années. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à le voir d'un autre œil, et puis là, en l'analysant, je me rends compte qu'il est finalement très problématique, parce que dedans, la réalisatrice Mai Wen ne nous dit pas tant que ça, finalement, qu'il faut éviter ce genre d'homme qui est incarné par Vincent Cassel. Au contraire, elle ne crée pas un schéma de victime et bourreau. Elle met l'homme et la femme à égalité en nous faisant croire que tout ce qu'on voit, ce sont des violences réciproques et que c'est assez synonyme de passion amoureuse. Et ce qui, moi, m'a donné la chair de poule, ça a été de creuser dans les interviews de l'équipe, donc Emmanuel Berco, Vincent Cassel et Mai Wen, au moment de la sortie du film, qui en fait ont... a plutôt passé leur temps à défendre le personnage de Giorgio. Et Vincent Cassel a beaucoup, beaucoup défendu son personnage en disant que lorsqu'il avait lu le script pour la première fois, quand même, il trouvait que c'était un sacré salaud et qu'il avait beaucoup fait pour, et je le cite, sauver la cause des hommes, c'est-à-dire pour humaniser Giorgio et qu'on ait de l'empathie pour lui et que quand même, il n'ait pas trop le mauvais rôle. C'est assez grave et justement, on en revient à la non-distinction entre la fiction et la réalité, de se rendre compte que quand un acteur met autant d'efforts à défendre un personnage qui est bel et bien un salaud, et à minima, parce que c'est vraiment un agresseur dans le film, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que je me dis, en fait, quelle est la violence qu'on reproduit ensuite en coulisses ? Et puis dans la vie réelle, quel exemple vraiment on a envie de donner aux hommes avec un personnage comme celui-ci. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail dans le monde du cinéma. Oh oui. Vous parlez aussi d'une pop culture du viol et vous vous appuyez sur le film Basic Instinct, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. En fait, tout mon livre abonde dans ce sens-là. Je parle de la pop culture du viol parce que la culture du viol, on en entend de plus en plus parler. On commence à comprendre ce que c'est. Enfin, c'est simplement en fait l'acceptation, voire la défense du viol dans notre société. Et donc aussi bien dans les fictions, mais aussi dans les médias. Pop culture du viol, pour moi, c'est important parce que ça va encore plus loin. En fait, c'est vraiment de dire que partout dans ce qui nous entoure, et d'ailleurs même dans la musique, dans les chansons, dans les clips, tout cela y contribue. Et qu'il faut vraiment comprendre que ça fait partie des racines du mal du sexisme en France. Et il n'y a pas que la culture du viol, vous parlez aussi des féminicides qui, dans certains films, passent totalement inaperçus. La vie d'une femme ne compte pas. Ah non, elle compte absolument pas. Mais vraiment... pas pour le plaisir d'être grandiloquente, mais est-ce qu'elle compte vraiment dans la société française ? En fait, c'est ça qui fait très très peur, c'est de se rendre compte que ce qu'on voit dans les films, on le voit aussi dans nos journaux télévisés. Le nombre de féminicides, là, actuellement, depuis le 1er janvier 2024, nous toutes, donc l'association qui les répertorie, compte un féminicide ou tentative de féminicide par jour. Donc ça continue comme ça, les chiffres ne baissent pas. Et donc dans les films, très souvent, et a fortiori les films d'action, les films policiers, les films d'horreur, la mort d'une femme ou le viol d'une femme est un prétexte d'intrigue. Ça commence comme ça.
tiens, une femme est morte, tiens, une femme a été violée. Bon, bah allez, on va aller la venger. C'est très rarement la femme elle-même qui se venge, c'est assez souvent son conjoint, ex-conjoint, son frère. Et en fait, ça devient une question d'honneur masculin. Mais il y a carrément un genre qui existe, qui s'appelle le rape and revenge, donc viol et vengeance. Mais rien que quand on pense à ça, en fait, on en a fait un genre. Le viol des femmes est un genre cinématographique comme les autres. Non, c'est vraiment catastrophique. Et ça reflète beaucoup trop la réalité pour qu'on ose me répondre que ce n'est que de la fiction. Vous dites dans votre livre, on reproche au woke de tuer l'amour. Que répondez-vous à ce reproche? On a une vision biaisée de l'amour à cause de la pop culture. Et vous essayez, vous, de démonter tout ça, en fait. Moi, je m'amuse quand je dis ça, parce que je ne l'ai pas lu, en tout cas sous ce format-là. Mais oui, en fait, on reproche au woke de tuer l'amour. En fait, on reproche au woke de tout gâcher. On reproche aux féministes de casser l'ambiance. J'en parle dedans en disant que oui, je suis sans doute une grosse casseuse d'ambiance avec ce livre. En fait, moi, ça m'est bien égal qu'on pense ça. Parce que je sais que l'ennemi actuel, et je pèse mes mots, vraiment la misogynie, le masculinisme se répand de plus en plus, et surtout auprès des jeunes générations. Donc en fait, si moi, je peux donner des outils pour les femmes et les hommes, et les hommes, j'insiste, parce qu'eux aussi peuvent être victimes de tout ce que je décris, ça me va très bien de passer pour une casseuse d'ambiance. Et en fait, on ne tue pas l'amour, on tue la culture du viol. Moi, ce que je me demande, c'est que les personnes qui mettent autant d'acharnement à défendre ces films et ces scènes-là, est-ce qu'elles défendent les films ou est-ce qu'elles défendent la culture du viol? C'est ça la vraie question. Parce que il y avait eu beaucoup de débats autour de Blanche-Neige, justement. Est-ce que les hommes qui nous parlent de Blanche-Neige à longueur de tweets et de posts sur X sont vraiment des fans de Walt Disney? Ou est-ce qu'ils tiennent absolument à avoir des représentations de femmes qui sont agressées sexuellement? Évidemment, ce sont des questions rhétoriques, j'ai ma réponse. En fait, ils n'ont pas envie que ça change, parce que ces représentations-là les arrangent bien. Ça arrange très bien les affaires du patriarcat, que les femmes soient agressées, des dessins animés de notre enfance aux films les plus actuels pour adultes. Que faire justement de ces œuvres, des acteurs et des réalisateurs problématiques qu'on y a identifiés? Faut plus les voir. C'est toujours les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'abord, la réponse, elle est très individuelle. Moi, je suis journaliste, je suis autrice, mais je ne suis pas... J'allais dire je ne suis personne. Je ne suis pas personne, mais en tout cas, je n'ai pas à vous dire regardez ou pas cette œuvre, cancelez ou pas telle ou telle personne. C'est très personnel. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'arrive plus vraiment à regarder des films avec Johnny Depp. Ça me hérisse, ça me met trop mal à l'aise, et pourtant je vous prie de croire que j'ai été vraiment très très fan de l'univers Tim Burton et de tout ce qu'il a incarné. Mais en tout cas, pour en revenir précisément à la question de mon livre, moi, ce que je veux, c'est qu'on contextualise ces œuvres. En fait, qu'elles ne soient plus libres d'opérer dans la nature sans qu'on explique, en tout cas aux jeunes générations, que les scènes qu'ils peuvent y voir sont problématiques. Donc, je serais pour qu'on ajoute, par exemple, un petit carton en fait, d'informations lorsqu'on loue ces films-là sur des plateformes de streaming en expliquant que le film contient des scènes d'agression sexuelle ou de viol. Ce qu'on fait déjà très bien sur une plateforme comme Netflix quand on regarde des nouvelles séries. Et d'ailleurs, parfois, c'est par épisode. On nous prévient, attention, ça va heurter la sensibilité des spectateurs, il y a des scènes de viol. Et même mieux que ça, on trouve au début et à la fin des épisodes des ressources, des sites internet, des numéros de téléphone qu'on peut contacter si on a été victime ou témoin de violence. Ça, je considère que c'est assez simple de le mettre en place sur des œuvres qui sont plus anciennes et qui n'ont pas été pointées du doigt. Mais aujourd'hui, j'ai fait le test pour tous les films que je cite dans le livre. Lorsque j'ai loué La fièvre du samedi soir, personne ne m'a dit « Attention, il y a des scènes de viol collectif dans le film ». Non, pas du tout. Comment on fait pour que le cinéma ne véhicule plus le sexisme, le patriarcat, la misogynie? Comment on avance? Déjà, on avance en faisant en sorte que le sexisme et le patriarcat reculent dans notre société. Ce qui est très dur avec cette question-là, c'est que c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que les représentations s'inspirent aussi de ce qui existe dans la vie de tous les jours. Donc c'est un combat qui est sans fin. Moi, je ne pense pas que je mourrai dans un monde où le sexisme n'existera plus. Mais ce qui peut déjà faire grandement avancer les choses, c'est qu'on voit de plus en plus de films écrits, réalisés et produits par des femmes ou des minorités de genre. Quand même, ça aide largement au progrès. Mais en fait, pour moi, évidemment, je vante les mérites de mon livre en vous disant ça, mais c'est-à-dire qu'il y a là un énorme travail de rééducation
à faire. On a beaucoup parlé ces dernières années de la déconstruction. Je considère qu'on y est assez bien arrivé. Quand j'échange avec des jeunes personnes, je les trouve très déconstruites, bien plus déconstruites que moi il y a 20 ans. Donc il y a eu l'opération déconstruction, et maintenant c'est pas tout à fait reconstruction, c'est vraiment rééducation, c'est-à-dire réapprendre à voir tout ce qu'on a vu et apporter dessus un regard critique. Merci beaucoup Chloé Thibault d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes l'autrice du livre Désirer la violence. À bientôt, merci. Merci.